MK, abus rituel et contrôle mental, c'est le titre du livre d'Alexandre Le Breton. Alors, il est aussi question du nouvel ordre mondial, ce qui est logique, puisque c'est un des points importants du projet mondialiste que d'avoir comme base le contrôle des populations. Alors ce livre n'est pas une petite synthèse sur le sujet, vous vous en doutez, puisqu'il fait près de 700 pages. Donc nous allons voir un petit peu plus tard les abus rituels. Nous allons voir de quoi il s'agit, de quoi il en retourne. Mais tout d'abord le contrôle mental. Alors le contrôle mental, c'est un outil d'esclavage qui supprime tout libre arbitre chez l'individu, tout esprit critique. C'est un corps sans âme, car l'âme est sous contrôle, en fait. Donc ce qui nous renvoie à la mort, qui est la séparation des deux, du corps et de l'âme. Donc ceux qui en sont victimes, quelque part, il y a une petite mort au fond d'eux, car ils ne sont plus vraiment eux-mêmes. Alors de nos jours, inutile de se voiler la face, l'humain est lobotomisé dès le plus jeune âge par toutes sortes de choses, les médias mainstream, les mauvais exemples sur les réseaux sociaux, sur son smartphone, la société de consommation, les programmes scolaires, l'éducation nationale républicaine, la télévision, la propagande. Par conséquent, l'humain est dans cet entonnoir de l'idéologie dominante, de la pensée unique. Aujourd'hui, il faut être pro-Ukraine, anti-russe, pro-injection, anti-patriote, cosmopolite, etc., etc., anti-raciste. Vous connaissez toute la panoplie de l'idéologie dominante républicaine. Et donc, il lui sera très difficile à cet humain de sortir de cette idéologie dominante. Il lui faudra faire des efforts pour s'en extirper. Cela passera par l'étude et d'autres sources d'informations. Alors l'un des points importants du contrôle mental, c'est la distraction. Distraction par le divertissement et la répétition. Les deux, divertissement et répétition, doivent atteindre le subconscient de l'être humain. Alors dans pareil cas, on croit se détendre, alors qu'on finit en fait par être hypnotisé lorsque notre cerveau est relâché. Et c'est précisément parce que notre cerveau est relâché qu'il est plus facilement manipulable, plus facilement réceptif à la propagande et à la publicité, par exemple. Alexandre Le Breton, dans son livre, nous parle des 3 D pour mieux contrôler les populations et les asservir. Alors en anglais, c'est debility, dependency et dread. C'est-à-dire débilité, dépendance et terreur. Abrutir, droguer et maintenir dans la peur. Alors voilà le projet. Et pour cela, les programmeurs MK Ultra vont avoir recours à la terreur, à la prise de drogue. Et selon le docteur Grech, on apprend dans le livre que le processus de contrôle mental basé sur le traumatisme, on va y venir, comporte 3 phases bien distinctes. Alors voyons quelles sont ces 3 phases. Alors, la première, c'est la préparation de l'esprit à être programmé, à le rendre vulnérable et terrorisé. Donc on en revient à dread, le 3e D. Donc, la seconde phase, c'est programmer la victime tel un robot, un ordinateur, afin qu'elle devienne un automate, un esclave. Et enfin, la 3e phase, c'est d'effacer progressivement sa mémoire, tirer un trait sur son passé, afin que l'individu programmé devienne un être nouveau. Donc quand on récapitule, lavage de cerveau, programmation, homme nouveau, formaté, robotisé, qui est en fait le but final de l'opération. Donc le lavage de cerveau s'effectue par la privation sensorielle et la prise de psychotropes. Alors cela peut être la drogue, la torture, l'hypnose, qui sont utilisés dans le cadre du contrôle mental. Et de ces traumatismes, il en découle une dissociation de l'identité, dissociation de la personnalité, sur lequel insiste Alexandre Le Breton. Alors cette dissociation de l'identité,
est un point important pour le contrôle mental et l'asservissement du programmé. Alors dans son livre, les témoignages édifiants, même terrifiants abondent, hein, il y en a énormément, qui nous parlent de sacrifices humains, sacrifices d'animaux, orgies sexuelles, meurtres, viol d'enfants, viol même de bébés, ce qui est assez hallucinant, quoi. Donc les personnes impliquées, je ferai remarquer qu'elles sont généralement impunies. Et on se doute fort que ces personnes appartiennent à des réseaux pédocriminels. Alors on se dit que tout cela est inimaginable et que ça ne peut pas se produire dans un monde normal, tellement c'est incroyable et abject, et pourtant si, hein, cela existe. Et c'est important, selon moi, qu'on en parle, qu'on mette ça sur la table. Hein. Ce n'est pas en cachant des cadavres dans des placards qu'on fera avancer les choses. Hein. Cela n'a jamais réglé aucun problème d'ailleurs. Donc, dans les sacrifices humains dont je parlais à l'instant, la pureté et l'innocence de l'enfant sont ciblés. Les bourreaux de ces enfants leur font peur, hein. Ils peuvent même les culpabiliser avant la torture, le viol, le meurtre, hein. Et cela vient en quelque sorte sanctionner cette pureté et cette innocence propre à l'enfance. Les sacrifices humains et la perversion sexuelle sont fréquents dans les rituels sataniques. Cette débauche sexuelle est très présente dans l'Ordo Templi Orientis, donc cette secte maçonnique et satanique auquel a appartenu Aleister Crowley, qui pratique la magie sexuelle et qui serait carrément l'OTO, hein, d'après la psychologue australienne Raina Michelson, l'OTO serait un réseau pédocriminel. Pour Aleister Crowley, vampiriser sexuellement des enfants permet d'être immortel. Les satanistes vampirisent d'ailleurs volontiers leurs victimes. Pour eux, boire du sang est un acte de purification qui leur donne soi-disant du pouvoir, hein, le pouvoir de tuer, le pouvoir de commettre des atrocités en toute impunité. La perversion sexuelle n'est pas réservée exclusivement à l'OTO, hein. Elle est aussi présente dans l'initiation à la Skull and Bones, donc cette secte maçonnique et satanique basée à l'université de Yale aux États-Unis. Donc ces sacrifices s'effectuent donc souvent lors de rituels initiatiques démoniaques. Et il est question de l'initiation maçonnique dans mon livre La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture, que j'avais publié à l'occasion du tricentenaire de la secte maçonnique, hein, donc en 2017. Et donc il est question de cette initiation, d'après les travaux essentiellement de Charles Nicoulot. Hein, on distingue plusieurs étapes importantes dans l'initiation d'un franc-maçon. Il y a notamment la mort qui est suivie de la résurrection, il y a toute une série d'épreuves, il y a l'illumination, le fait de devenir un homme nouveau en tirant un trait sur son passé. Et cette notion-là, on la retrouve aussi dans le processus de contrôle mental. Lors du rituel initiatique, il y a l'idée de mourir et de renaître. Mourir dans le monde profane, renaître dans l'ordre maçonnique en tant qu'initié. Donc on retrouve cela dans la Skull and Bones. Le choc traumatique sera utilisé pour basculer de l'un à l'autre, d'un monde à l'autre. Lors de l'initiation, le candidat meurt symboliquement pour devenir un autre homme. Puis, lors de sa résurrection, on lui, ça rappelle d'ailleurs Jésus-Christ, on lui confie un secret qu'il ne devra jamais dévoiler, c'est le fameux secret maçonnique. Alexandre Le Breton écrit à la page 77 de son livre « La terreur que subit le candidat est le point central du processus initiatique, sa vulnérabilité lors de cette expérience marque le pouvoir du groupe sur l'individu. Passer de la nature humaine à la nature divine est une notion importante de l'initiation maçonnique, alors que
je rappelle que celui qui a une double nature humaine et divine, c'est Jésus-Christ, hein, et non pas nous. Donc cette conception est proprement luciférienne. Cette notion se retrouve en franc-maçonnerie dans les hauts grades, hein, être immortel et devenir Dieu, ce qui relève du péché d'orgueil, et nous renvoie par ailleurs à deux des mensonges de Satan à Adam et Ève: vous ne mourrez pas et vous serez comme des dieux. Alors ces gens-là qui sont sous l'emprise du démon sont en quête d'immortalité et aspirent à être Dieu eux-mêmes, ce qui rappelle d'ailleurs le projet transhumaniste de Ray Kurzweil. Donc cette promesse d'immortalité fait partie du secret maçonnique d'après l'ancien franc-maçon Bill Schnoebelen. De nos jours, des sociétés secrètes pratiquent ces rituels traumatiques en s'inspirant de cultes à mystère de l'Antiquité. Et il est aussi question dans le livre de faux cultes à mystère comme Bacchus, le culte de Mitra, hein, qui est en fait la représentation symbolique de Lucifer, hein, Mitra, donc c'est le culte de Lucifer. Et chez certains d'entre eux en franc-maçonnerie, les initiés pratiquent des sacrifices d'humains et d'animaux dans leurs rituels. Dans bien des affaires pédocriminelles, sont impliqués des frères Latruelle, comme par exemple l'affaire du Carlton à Lille ou l'affaire de la Maison Bleue aux États-Unis en 1990, hein, où toutes les personnes impliquées étaient des francs-maçons. Donc ces deux réseaux maçonniques et pédocriminels, sont forcément liés. Il y a des initiés francs-maçons qui font partie des réseaux pédocriminels, mais cela ne signifie pas, bien évidemment, que tous les francs-maçons sont des pédocriminels. Il faut bien distinguer l'acte pédocriminel isolé de l'abus rituel en réunion organisé par un réseau. Ce sont deux choses bien différentes, même si l'acte est le même, le crime est le même en fait, mais généralement pas la décision judiciaire, hein, selon si vous êtes puissant ou isolé, avec du réseau ou sans appui, vous doutez bien que la sanction sera différente. Alors dans le premier cas, la personne sera logiquement sanctionnée par la justice républicaine, plus ou moins sévèrement, et dans le second cas, les pédocriminels seront le plus souvent couverts par le réseau, à moins qu'ils soient sacrifiés par le réseau, ce qui fut probablement le cas du Belge Marc Dutroux. Ces réseaux, eux, ne seront jamais démantelés, et pour cause, ils impliquent des personnes de pouvoir dans la justice, dans la politique, la police, la finance, etc. Le projet MK Ultra maintenant, alors à l'origine aux États-Unis, nous avons le talmudo-kabbaliste américain Sidney Gottlieb, hein, donc Ashkenaz, qui a dirigé ce projet démoniaque, hein, qui a travaillé pour la CIA. Ce projet a été lancé le 13 avril 1953 par Allen Dulles, qui était alors le directeur de la CIA. Il a été lancé avec un financement public, donc sur l'argent du contribuable américain, hein, c'est à noter. Donc le contrôle mental MK Ultra s'effectue en amont par la prise de drogue, des électrochocs, par la stimulation ou la privation sensorielle, la privation de sommeil, par exemple par l'hypnose, les ultrasons, les irradiations, la torture aussi. Donc voilà tout ce qui peut être utilisé dans le cadre du MK Ultra, dont le but est l'hypnose rapide, puis l'amnésie durable et l'implantation de suggestions fonctionnelles. Donc le but est d'opérer un lavage de cerveau par des traumatismes afin d'avoir le contrôle total et absolu sur l'individu. Ce point est essentiel à retenir. Et c'est par ces chocs traumatiques que la personne peut avoir un trouble dissociatif de l'identité, c'est-à-dire un TDI, hein, et par conséquent une fragmentation de sa personnalité. La survivante américaine du programme MK Ultra, Claudia Mullen, a affirmé avoir assisté à des orgies pédocriminelles dans une loge maçonnique. Elle dit avoir été mise en cage, hein, elle se souvient d'électrochocs, de viols, d'hypnose, de prise de drogue, de privation alimentaire, d'enfermement dans un cercueil,
de tas de choses qui, mises bout à bout, s'apparentent vraiment à de la torture, hein, c'est rien de le dire. Quant à la psychothérapeute Michaela Huber, elle a affirmé que de nombreux agresseurs vont jusqu'à torturer des enfants par la faim, la soif, l'enfermement, les chocs électriques, toutes sortes de violences. Le TDI, trouble dissociatif de l'identité, est post-traumatique. Ce trouble se produit suite à des abus sexuels ou des violences lors de l'enfance, hein, et cela conduit à un trouble de la mémoire, de la personnalité. Une nouvelle identité se substitue à celle d'origine. Donc ces personnes ayant des personnalités multiples, un fractionnement de l'identité, sont plus enclins à la possession démoniaque, au mauvais esprit. Et cela facilite l'emprise du démon, hein, chez elles. C'est évident. Alors Alexandre Le Breton, dans son livre, énumère de nombreux cas de personnalités multiples dans le milieu du showbiz, de célébrités comme Britney Spears, Nicki Minaj, Eminem, Lady Gaga, Miley Cyrus, et aussi de violeurs, de pédocriminels notoires comme Bill Cosby, les réalisateurs Woody Allen, Roman Polanski, le pédocriminel anobli par la famille royale d'Angleterre, Jimmy Savile, Marilyn Manson. Alors on a aussi le cas de Marilyn Monroe. Alors pour le coup, c'est pas la même Marilyn là. On apprend que Marilyn Monroe fut la première célébrité d'Hollywood sous contrôle mental. Et selon Fritz Springmeier, hein, l'américain Springmeier, qui est un peu le spécialiste du contrôle mental outre-Atlantique, et Le Breton, lui, en France. Donc d'après Springmeier, Marilyn Monroe était l'esclave sexuelle d'Anton LaVey. Anton LaVey, fondateur de l'église de Satan et programmeur MK. Alors concernant la mort de Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jane Mortenson, on est en droit de se poser la question s'il s'agissait d'un suicide ou d'un assassinat maquillé en suicide. Sa mort était-elle due à un complot, ça serait un de plus d'ailleurs, hein, de la CIA? On ne le saura peut-être jamais. Alexandre Le Breton évoque aussi Aleister Crowley et Alfred Kinsey, dont les rapports Kinsey sont à l'origine de la révolution sexuelle. Donc Crowley et Kinsey, deux icônes pédosataniques qui ont participé à la dépravation sexuelle, à la dépravation des mœurs au XXe siècle, et nous en payons encore le prix aujourd'hui de cet esprit analogue à celui de mai 68, jouir sans entrave. Et alors là, avec eux, c'était vraiment sans aucune barrière, hein, vraiment sans aucune limite. Et on va le retrouver dans l'OTO, qui s'apparente à un réseau pédocriminel, je rappelle, comme dans la Golden Dawn, par exemple, dont a fait partie Aleister Crowley. Donc le but, chez eux, chez ces initiés, c'est de satisfaire ses désirs sexuels, avant toute autre chose, et au détriment de beaucoup de choses, de la morale, de la raison, etc. Alors on a aussi le cas du célèbre mannequin Karen Mulder, qui a été violée sous hypnose dès l'âge de 2 ans, ce qui est vraiment incroyable, ce genre de choses. Donc sa famille fréquentait des pédophiles, et Karen Mulder fut victime de viol suivi d'amnésie. Elle a été internée de force en hôpital psychiatrique par sa famille, et elle a parlé de toutes ces choses-là un jour chez Thierry Ardisson. Choc traumatique, fractionnement de la personnalité, possession démoniaque, tel est le schéma classique que l'on va retrouver dans les témoignages des survivants d'abus rituels qui ont eu un TDI, trouble dissociatif de l'identité. Sinon, pour les programmeurs, le processus appliqué est le suivant. Abus rituel, qui produit un choc traumatique, fractionnement, et enfin, programmation. Sachant que l'abus rituel est une initiation par la torture. Voilà. Il va être souvent associé d'ailleurs à une croyance, à un faux culte égyptien de l'Antiquité par exemple. Le contrôle mental MK,
qui est d'essence démoniaque et satanique, à une sorte de trinité satanique. Le programmeur est le Père, l'enfant monarque est le Fils, et le démon est le Saint-Esprit. Alors justement, le projet MK Monarque est, lui, dans le prolongement du MK Ultra. Son but est de produire des esclaves manipulables, voire des espions, ou encore des terroristes, des meurtriers, ça sera en fonction des aspirations, des projets de la CIA. Dans la symbolique du contrôle mental monarque, nous avons un visage fissuré, brisé. Et nous apprenons dans le livre qu'il existe différents niveaux de programme de contrôle mental. Il y a l'alpha, qui est le programme de base. Il y a le bêta, programmation sexuelle qui va supprimer toute morale. Il y a delta et theta, ce sont des programmes de tueurs, d'agents spéciaux. L'oméga, programmation autodestructrice. Et puis aussi, d'après Springmeier, il y a d'autres programmes qui existent, comme gamma, epsilon, zeta, etc. Alexandre Le Breton nous dit que les programmeurs MK sont généralement des occultistes. Dans les programmes MK, certains intègrent par exemple des éléments de la Kabbale dans les codes et dans les mots de passe. Comme ça se fait en franc-maçonnerie, ce qui est logique, puisque les abus rituels sont pratiqués dans des sectes, souvent maçonniques, et la Kabbale a une influence certaine dans tout ce qui constitue la franc-maçonnerie, dans son ésotérisme. Et dans de nombreux témoignages de victimes, on retrouve cette franc-maçonnerie en lien avec les abus rituels et le MK Control. C'est donc normal qu'on retrouve cela dans ces programmes conçus par la CIA, qui est elle-même sous la direction de hauts initiés. Je rappelle que la famille Dulles était liée par le sang à la famille Rockefeller, qui a depuis maintenant un siècle la main sur le cartel pétrolier, mais aussi sur le Council on Foreign Relations, qui fait la politique étrangère des États-Unis, et aussi sur les services de renseignement, en l'occurrence la CIA. D'après l'écrivain Margaret Smith, dans son livre Ritual Abuse, 67% des survivants d'abus rituels ont déclaré que leurs agresseurs étaient membres de sociétés secrètes, c'est-à-dire les 2/3. Ces agresseurs terrorisent volontiers les victimes d'abus rituels pour qu'elles se taisent, pour que rien ne sorte sur eux, et c'est donc la loi du silence. Ils peuvent aussi les culpabiliser, les forcer à prendre part à des abus rituels, à de la torture. Cela est filmé et du coup tout le monde se tient par la barbichette et rien ne sort. Les abus rituels qui s'effectuent en loge font-ils partie intégrante du mode de fonctionnement maçonnique, ou sont-ils des actes isolés d'initiés qui utilisent la franc-maçonnerie pour assouvir leurs pulsions, assouvir leurs penchants pervers? Alors cette question mérite d'être posée. Selon moi, cela peut être les deux. Il y a certaines loges ou sectes qui fonctionnent ainsi. On l'a vu avec l'OTO par exemple. Et puis, des francs-maçons peuvent très bien, à titre individuel, à titre personnel, profiter de leur réseau qui les couvre en cas de crime. Le Breton écrit que beaucoup d'hommes politiques à des postes clés sont des individus sous contrôle mental. Et quand on voit certains propos, certains comportements de l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron, on est en droit, en effet, de s'interroger. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Le but de tous ces abus rituels traumatiques chez l'enfant, c'est qu'il soit sous l'emprise du démon par la dissociation de sa propre personne et d'aboutir à plusieurs identités. À la page 170 de son livre, Alexandre Le Breton écrit, je cite, « L'abus rituel visant le fractionnement de la personnalité est la pierre angulaire du contrôle mental, l'élément clé pour soumettre, exploiter et réduire au silence les victimes. Ce contrôle est obtenu par la création délibérée d'un trouble dissociatif de l'identité,
par des traumatismes répétitifs en combinaison avec de l'endoctrinement, du conditionnement, de l'hypnose, divers psychotropes, le tout accompagné d'une programmation dont l'efficacité dépendra du niveau d'instruction que possède le réseau sur ce type de contrôle mental. Donc voilà, abus rituels et fractionnement de la personnalité sont fondamentaux dans le contrôle mental. Nous avons aussi un rapport gouvernemental de l'Utah qui date de 1995 et qui définit l'abus rituel aux pages 162 et 163. Et ce rapport gouvernemental de l'Utah reconnaît que dans des sectes formant un réseau, certaines sectes maçonniques forment un réseau pédocriminel, dans ces sectes, des satanistes pratiquent des abus rituels et des sacrifices d'enfants. Et ce rapport gouvernemental écrit cela noir sur blanc. L'oligarchie mondialiste qui s'efforce d'appliquer son agenda a besoin d'agents, d'exécutants francs-maçons, dociles et surtout tenus par des casseroles, donc plus faciles à manipuler et même à éliminer. Le contrôle mental appliqué par ces exécutants va jouer un rôle important. Le contrôle mental est clairement en lien avec le nouvel ordre mondial. Cela peut être un chef d'État, un ministre, un journaliste, un membre des services secrets, des services de renseignement ou un terroriste. Alors qu'il s'agisse des abus rituels, du satanisme, du complot mondialiste, le problème, c'est que la plupart des gens qui ne s'informent pas, qui n'étudient pas, qui ne se forment pas, la plupart des gens n'y croient pas, malgré les preuves avancées. Ou alors, ils croient que ces phénomènes sont très isolés et marginaux, ce qui est une erreur. Les violences sexuelles, les violences physiques, la torture, les sacrifices humains, tout cela existe et est pratiqué par des hommes comme par des femmes dans des sectes, notamment sur des enfants. Et ce ne sont pas des cas isolés, hélas. Il y a chaque année des enfants qui disparaissent et on n'en parle pas ou presque pas, ou alors très peu. D'après divers sondages de thérapeutes, le nombre de ces abus rituels est même en augmentation, ce qui est assez logique. Nos sociétés en Occident se déchristianisent depuis des siècles et c'est assez logique que les pratiques sataniques augmentent. Il y a aussi la reproduction transgénérationnelle, ceux qui ont subi des abus peuvent tout à fait les reproduire à leur tour sur d'autres. De même qu'on peut être médecin de père en fils, on peut être aussi franc-maçon de père en fils, et on peut également être un assassin sataniste et un pédocriminel de père en fils. Et c'est cette rupture transgénérationnelle qu'il faudrait donc opérer, couper le cordon de cette reproduction, alors par toutes sortes de choses, il y a l'exorcisme, la foi surtout, et puis aussi se retirer de certains milieux nauséabonds. Nous avons un exemple concret et visible de contrôle mental avec l'ancienne actrice américaine Anna Nicole Smith, de son vrai nom Vicki Lynn Hogan, qui est décédée en 2007 à l'âge de 39 ans. Et vous allez voir dans une vidéo qui a été tournée quelques mois seulement avant sa mort, elle a été tournée en 2006, Anna Nicole Smith est dans la peau d'un enfant d'environ 4 ans et elle ne joue pas un rôle, elle a son identité dissociée et elle fait vraiment peine à voir. Anna, look at me. Riley thinks you've absolutely lost your mind. Huh? Riley thinks you've lost your mind. I didn't lose my mind. She thinks you have. I didn't. Is this a mushroom trip? Huh? Is this a mushroom trip? Huh? Is this a mushroom trip? What do you mean? I'm kidding. What does that mean? I'm kidding. I said this footage is worth money. Why? What footage? This thing you're looking into? What's the camera?
Alexandre Le Breton s'appuie sur de nombreux témoignages dans son étude, dont celui de Cathy O'Brien, qui est relayé en annexe à la fin du livre sur près d'une quinzaine de pages. Cathy O'Brien est une écrivain américaine qui a été victime de contrôle mental MK Ultra, et suite aux abus sexuels de son père, elle a développé un TDI. Elle a aussi été maltraitée par sa mère, qui était elle-même atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Et dans son témoignage, O'Brien parle d'un groupe criminel gouvernemental se consacrant à un réseau pédopornographique pour pouvoir identifier et cibler des enfants, comme elle par exemple, pouvant servir dans leur projet. Il s'avère que le réseau en question, dénoncé par O'Brien, était protégé par un certain Gerald Ford, ancien président des États-Unis d'Amérique, le 38e président des États-Unis. O'Brien évoque aussi le Bohemian Club, où des politiciens se retrouvent pour échanger sur le gouvernement mondial et le contrôle mental, dit-elle. Cathy O'Brien a assisté à un horrible rituel de sang, dit-elle, nommé rite de maintien du silence, qui était en fait une inversion de la messe catholique. O'Brien a eu Wayne Cox comme premier maître, qui avait lui-même assassiné sous ses yeux un SDF, alors certainement pour la traumatiser, et Wayne Cox suivait les ordres du sénateur Robert Byrd. O'Brien a été l'esclave sexuel de Bill Clinton, dont elle dit qu'il est aussi un homosexuel, à l'instar de son épouse Hillary Clinton. Donc voilà un drôle de couple qui était à la Maison Blanche. Et donc selon elle, O'Brien, à la tête des programmes MK de la CIA, ce sont tous des apôtres du nouvel ordre mondial, qu'ils soient démocrates ou républicains, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, comme chacun sait. Nous avons aussi, et bien sûr, je vais terminer là-dessus, en France, le témoignage éloquent des enfants du magistrat Pierre Roche, qui a été président d'une chambre de cour d'appel et qui est décédé en février 2003. Ces enfants, Charles-Louis et Diane Roche, ont témoigné face caméra. Ils étaient même allés au théâtre de la Main d'Or chez Dieudonné à Paris. Et ils parlent de soirées filmées avec viol, torture, meurtre, impliquant les milieux judiciaires, policiers, politiques. Charles-Louis parle même de 71 magistrats pédophiles couverts et encore en fonction et qui sont tous tenus par leur casserole. C'est dire si le mal est profond en France comme à l'étranger, et c'est dire aussi l'utilité de ces témoignages et aussi l'utilité d'études comme celle d'Alexandre Le Breton, l'une sur le contrôle mental essentiellement, l'autre, son deuxième bouquin, en lien avec la franc-maçonnerie. Voilà, donc c'est deux livres complétant le mien, qui est une grosse synthèse sur la franc-maçonnerie, synagogue de Satan. Voilà, je vous dis à bientôt et que Dieu vous garde. Ciao, ciao.